entreprises qui sont présentes avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette séance de sensibilisation qui est organisée par la SMEX Academy, et dans le thème est décarbonation industrielle et énergie propre. Quelle opportunité pour les exportateurs ou l'exportateur marocain. Je tiens à remercier vivement toutes les personnes présentes, connectées avec nous à cet instant. Je voudrais juste rappeler le contexte du Parlement européen qui a voté une résolution sur le mécanisme d'ajustement carbone à ses frontières, et que l'instrument dont l'entrée en vigueur est prévue en 2023, donc doit permettre à l'Union européenne d'imposer ses normes environnementales aux entreprises étrangères qui seront amenées à exporter sur son territoire. Donc concrètement, ce mécanisme définira un seuil d'émissions de gaz à effet de serre à partir duquel toute activité économique serait considérée comme trop polluante. Donc tous les biens importés sur le territoire de l'Union et dont la production affiche un bilan carbone supérieur à ce seuil seraient alors soumis à un surcoût. Cette disposition pousserait donc les entreprises exportatrices à recourir à des technologies et pratiques moins polluantes. Pays exportateur, le Maroc serait directement impliqué par ce nouveau mécanisme, d'autant plus que l'Union européenne, rien qu'à elle, elle constitue un grand marché stratégique pour les produits marocains. Ce marché représente plus de 60% des échanges commerciaux. Si, par conséquent, ce sujet n'est pas bien préparé à l'avance, l'impact pourrait être sévère sur de nombreux secteurs. C'est pour apporter plus d'éclairage et de précision, de réponse, que nous accueillons avec nous aujourd'hui Philippe Miquel, président de la commission énergie propre à la SMEX. Cette séance durera 1 heure, questions-réponses incluses. Donc, à vous la parole. Philippe, je voudrais juste rappeler qu'il y a un espace chat sur lequel, bien sûr, les nombreuses entreprises qui nous suivent pourront poser leurs questions. Et je souhaite encore la bienvenue à toutes les entreprises et à toi, Philippe, et à toi aussi la parole. Merci, cher Mounir. Bonjour à tous. Merci à la SMEX de nous accueillir. Effectivement, il y a eu un petit peu d'émotion assez légitime quand l'Europe a sorti une date de mise en œuvre de son Green Deal et de sa taxe carbone aux frontières, et avec l'appui de la SMEX et de l'engagement de Mounir en particulier, on essaye de faire en sorte d'informer le plus possible les adhérents des impacts de ces évolutions réglementaires. Et donc ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de comprendre ensemble ce que c'est que la décarbonation, et puis d'expliquer quels sont ces enjeux, notamment au regard de cette disposition qu'est la taxe carbone aux frontières. Alors, on verra qu'il y a encore beaucoup de choses à éclaircir sur sa mise en œuvre, sur les secteurs concernés, sur les seuils qu'évoquait Mounir tout à l'heure, mais il nous a semblé important de vous donner déjà un premier aperçu de la connaissance qu'on peut en avoir aujourd'hui, et puis répondre aussi peut-être à une question, une préoccupation de certains d'entre vous, voire de beaucoup d'entre vous, sur ce qu'est la décarbonation et de quoi on parle. On a beaucoup entendu parler à l'issue de cette imposition de l'Europe d'une taxation carbone à ses frontières, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, industriels, qui va être concerné par cette mesure, et qu'est-ce que ça peut avoir comme opportunité, à la fois pour vous-même, mais plus largement pour l'industrie marocaine. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que la décarbonation? De quoi est-ce qu'on parle? On parle de supprimer, réduire, dans la mesure du possible, les émissions dites de gaz à effet de serre, c'est-à-dire principalement le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, le N2O, que l'on émet dans nos processus industriels. Je ne sais pas si c'est moi qui change les slides. Ok, peut-être la slide suivante. Et donc, il y a, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre,
Le plus connu étant le CO2, ça représente effectivement à peu près les 2/3 des gaz à effet de serre que l'on émet. Sachez que le méthane et donc le protoxyde d'azote, le N2O, sont aussi extrêmement, ont un impact d'effet de serre extrêmement important. On a un peu tendance à les oublier, mais ils comptent aussi. Alors si on se focalise sur ces émissions, définies communément en 3 scopes, les émissions qui vous sont propres, celles que vous émettez par votre process industriel, c'est ce qu'on appelle, ou par votre activité, pas simplement votre process, mais votre activité. Le scope 2, qui sont les émissions de gaz à effet de serre liées à l'usage de l'énergie induite. Et puis le scope 3, qui est tout le reste. Par exemple, le transport de marchandises qui ne vous appartient pas vers votre site, ça fait partie du scope 3. L'achat de services ou d'appui technique ou technologique provenant d'un fournisseur, d'un partenaire, lui émet, pour rendre ce service, émet des gaz à effet de serre, eh bien, ça fait partie du scope. Le slide suivant. Et donc, certains groupes ont pour ambition ce qu'on appelle le net zéro sur les 3 scopes à un horizon de temps donné. Engie s'est fixé 2040 comme objectif de zéro carbone. Certains se fixent des ambitions de réduction d'émissions des scopes 1 et 2, d'autres sur l'ensemble des scopes. C'est pour ça que cette précision était importante. Alors, comment est-ce qu'on décarbone? C'est-à-dire comment est-ce qu'on réduit ces émissions de CO2? Il y a, je dirais, un processus en 3 étapes. D'abord, il faut savoir mesurer son empreinte carbone. C'est tout ce qui est autour des bilans carbone de son activité. On y reviendra rapidement. Il y a maintenant un certain nombre de dispositifs, d'outils qui sont à votre disposition ici au Maroc pour mesurer votre empreinte carbone. C'est aussi tout ce qui est dans la thématique de mesurer son impact environnemental. En général, cette thématique de qu'est-ce que j'émets est élargie, pas simplement aux émissions de CO2, mais également à vos déchets, et l'impact de vos déchets sur le climat est aussi un enjeu. Alors, une fois qu'on a mesuré ce qu'on émettait, comment est-ce qu'on fait pour mettre en œuvre des solutions de décarbonation? C'est une deuxième thématique de cette chaîne de décarbonation. Quelles mesures d'efficacité mettre en œuvre? Comment est-ce que je m'alimente en énergie moins carbonée? Comment je finance ces solutions-là? Bref, c'est toute la thématique autour de la mise en œuvre de solutions de décarbonation. Une fois qu'on a mesuré, qu'on a décarboné, eh bien, la troisième thématique, c'est certifier auprès d'organismes de certification, tout simplement, notre performance climatique, notre performance en termes d'émissions, et c'est tous les sujets autour de la certification, la labellisation. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour décarboner dans la pratique, sur quoi est-ce que ça peut porter. Au slide suivant. Il y a d'abord deux vocables que vous entendrez, les émissions de gaz à effet de serre évitées et les émissions de gaz à effet de serre réduites. Et on parle en général, vous verrez passer, des solutions les plus efficaces. Ça s'appelle des best practices en anglais, les solutions les plus adaptées pour réduire ces émissions de CO2 de façon optimale. Typiquement, dans l'exemple qui vous est montré là, si vous avez une chaudière au fioul qui émet beaucoup, qui n'est pas très efficace, vous pouvez
être prêt à faire un investissement pour réduire vos émissions de CO2. Et vous pouvez vous dire, ben, je vais passer au gaz naturel, ça me permettra, dans l'exemple ici, de réduire, d'éviter l'émission de 10 tonnes de CO2. Sauf que pour pouvoir répondre à votre besoin, qui est un besoin de chauffage, si vous avez une chaudière, soit pour faire de la vapeur process, soit pour faire de la vapeur ou du chauffage de bureau, par exemple, il y a une solution qui est encore plus efficace, qui est une chaudière biomasse, qui est encore plus efficace d'un point de vue climatique. Et donc là, si vous faites l'effort de pas simplement vous arrêter à une chaudière à gaz et de réduire ou d'éviter 10 tonnes de CO2, eh bien, vous pouvez, avec une chaudière biomasse, avoir un impact beaucoup plus important. Et on considérera là que pour remplacer une chaudière au fioul obsolète, la meilleure pratique en termes de réduction d'émissions de CO2, c'est de la remplacer avec une chaudière biomasse, puisque vous permettez ainsi de doubler vos réductions d'émissions de CO2. Voilà, c'était important de préciser qu'il peut y avoir de votre part une ambition de réduire vos émissions de CO2 et que il faut à ce moment-là s'assurer, quand vous le faites et que votre enjeu, c'est vraiment un impact CO2, que vous utilisez la pratique la plus à jour en termes de réduction d'émissions, parce que c'est celle qui aura le plus d'impact et qui sera la plus efficace également. Alors ensuite, sur votre installation industrielle, comment est-ce qu'on décarbone et qu'est-ce que la décarbonation sur une installation industrielle? Elle peut être de nature très différente, en tout cas sur votre installation, sur une usine, sur un process, elle peut être de nature très multiple. Soit elle porte votre objectif de réduction, de décarbonation, porte sur le process lui-même. À ce moment-là, c'est des mesures d'efficacité énergétique dédiées au process. Typiquement, un four de réchauffage de billettes d'aluminium ou d'acier, si vous le passez du fioul au gaz, vous aurez le même phénomène que celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Un, vous serez plus efficace énergétiquement. Deux, vous aurez une réduction de vos émissions de CO2. Tout ce qui est solution autour de votre process. Et ensuite, deuxiément, tout ce qui est autour de la récupération d'énergie. On parle d'économie ou d'énergie circulaire, c'est-à-dire récupérer de l'énergie fatale, de la vapeur fatale pour produire de l'énergie complémentaire ou bien être utilisé directement pour une autre partie de votre process. On peut également décarboner ou réduire ses émissions de CO2 dans tout ce qui est l'utilisation de vos utilities, c'est-à-dire le froid, le chaud, l'air comprimé, là aussi à travers des mesures d'efficacité énergétique. Donc là, on était plutôt sur la réduction de votre énergie spécifique, votre énergie consommée. On peut également décarboner son activité en remplaçant de l'énergie produite à partir d'énergie fossile par de la production sur site avec des énergies renouvelables. On peut également modifier, en termes de mobilité, c'est l'énergie utilisée pour se déplacer sur son site, se déplacer pour venir à l'usine elle-même, c'est tout ce qui est autour de la mobilité, les véhicules électriques, les véhicules à hydrogène, la digitalisation de votre activité, de vos processus, de vos
encore une fois, votre activité, peut apporter également un bénéfice en termes de réduction de votre empreinte climatique. Lorsqu'on va se dire cet après-midi, j'utiliserai indifféremment réduction d'émissions de gaz à effet de serre et empreinte climatique, parce qu'au fond, ce sont deux choses assez semblables. Et puis, dernière façon de décarboner, c'est efficacement, pour que ça ne pénalise pas votre industrie, c'est le faire avec des financements qui rendent ces transformations-là possibles à des coûts qui sont accessibles pour vous. Et donc, il y a 5 grandes thématiques, 5 leviers, je dirais, pour décarboner votre activité. C'est, on l'a vu tout à l'heure sur le slide précédent, notamment en ce qui concerne votre process industriel. C'est l'abandon de l'usage de combustibles fossiles pour des sources d'énergie plus faiblement émettrices. Ça peut être pour le process, ça peut être pour la mobilité, les véhicules que vous utilisez. Deuxième thématique, donc là c'est votre consommation énergétique sur le site. Tout ce qui est autour des mesures d'efficacité énergétique, comment réduire ce que l'on consomme. Évidemment, la tonne de CO2 la plus facile à éviter, c'est celle qu'on ne produit pas, qu'on ne consomme pas. Troisième chose, faire en sorte de s'approvisionner en électricité de façon encore renouvelable, de façon propre. Tout ce qui a trait autour de, si certains d'entre vous sont familiers à la loi dite 1309, la capacité de s'approvisionner auprès de fournisseurs d'énergie renouvelable au Maroc. Quatrième thématique, levier de décarbonation, c'est rendre les gaz plus verts ou les combustibles fossiles plus verts. C'est la thématique autour de l'hydrogène vert, mais également des e-fuels, le méthanol, le méthane de synthèse, etc. Et puis, dernière façon de décarboner, des technologies aujourd'hui un peu plus chères, moins éprouvées, qui sont, une fois qu'on a essayé de réduire tout ce qu'on pouvait réduire par les 4 leviers précédents, il restera malheureusement encore des émissions fatales, et donc la seule façon de les éliminer sera de les séquestrer, de les capturer et de les séquestrer. C'est des technologies un petit peu, encore une fois, plus compliquées, plus coûteuses. Un point simplement pour dire qu'on est quand même au Maroc dans un contexte favorable, notamment parce que le Maroc jouit d'une exposition solaire et éolienne de très bonne qualité, ce qui est un élément de réduction du coût de ces énergies. Également parce qu'au Maroc, on a pris, grâce à l'AME, l'agence marocaine de l'énergie, de l'efficacité énergétique, qui doit être nommée énergie verte, on a un point de focalisation extrêmement important. Saïd Mouline, on est l'un des fervents moteurs, point de focalisation extrêmement important sur l'efficacité énergétique et les contrats de performance énergétique qui vont être amenés à se développer. Et puis, il y a aussi au Maroc une volonté de développer ce que j'appelle moi les gaz verts, c'est-à-dire l'hydrogène, mais aussi faire en sorte que le gaz naturel soit de plus en plus vert à travers des méthanes de synthèse, par exemple. Bon, un exemple de cette ambition qu'a l'industrie marocaine de transformer le gaz en un gaz plus vert, un projet développé par l'OCP d'ammoniac vert, qui passe en particulier par une phase de production d'hydrogène vert. Vous savez que l'hydrogène vert notamment est considéré comme un vecteur
de la transition énergétique vers un monde zéro carbone, voire même le vecteur nécessaire à faire en sorte que l'énergie renouvelable puisse être utilisée en substitution totale d'énergie fossile, hein, pour fixer les idées et les sujets de préoccupation. L'énergie renouvelable, qu'elle soit solaire ou éolienne, c'est une énergie qui est intermittente, produite quand le soleil brille et avec les panneaux solaires et quand le vent souffle avec des éoliennes. Bien, l'hydrogène permet de compléter le besoin de production quand il n'y a pas de soleil ou quand il n'y a pas de vent. Voilà donc les leviers sur lesquels s'appuyer ici au Maroc. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut décarboner et pourquoi cette focalisation aujourd'hui sur la décarbonation, outre la taxe carbone aux frontières, qui est un enjeu, mais au fond, ne nous y trompons pas. Je crois qu'aujourd'hui, là où l'enjeu climatique, jusqu'à il y a encore 3-4 ans, faisait débat, aujourd'hui, c'est plus le cas. Tout le monde a pris conscience. Il y a encore 3-4 ans, c'était un sujet de gouvernement et d'ONG, pour faire simple. Aujourd'hui, tout le monde a pris conscience qu'il n'y a pas d'alternative autre que d'être à moins de 2 degrés par rapport à 2050, par rapport à la situation pré-industrielle. Tout le monde aujourd'hui, les industriels, vous les premiers, ceux qui nous financent, nos banquiers, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, par exemple, de trouver une banque prête à financer un projet charbon, mais il est également extrêmement difficile de trouver une banque qui est prête à financer, une assurance, pardon, une compagnie d'assurance prête à financer des projets charbon également. Donc tout le monde s'y met. Le message, c'est que là où le sujet climatique était un peu cosmétique avant, aujourd'hui c'est devenu un véritable enjeu. Tout le monde prend conscience que si on n'atteint pas ces 2 degrés, cette limitation à 2 degrés, eh bien, puis on le vit au quotidien, les sécheresses, les incendies, au contraire, les inondations confirment qu'on n'a pas d'autre option aujourd'hui. Alors, être compatible avec le climat et donc sa performance environnementale, ça va devenir de plus en plus une obligation. L'Europe s'y met avec la taxe carbone, mais ça va devenir aussi une opportunité. Excusez-moi. D'abord parce que c'est un levier d'attractivité, un pays qui a des enjeux climato-compatibles. C'est un pays, pardon, qui améliore son levier, son niveau d'attractivité pour des industriels, pour des investisseurs également. C'est aussi, au fond, un élément essentiel à une stratégie de croissance, parce que ces solutions climato-compatibles, il se trouve qu'elles sont en plus beaucoup plus compétitives, qu'elles deviennent beaucoup plus compétitives. Je me dis souvent, quand je suis interpellé sur le sujet, aujourd'hui, en coût complet, le solaire et l'éolien sont les 2 vecteurs de production d'électricité les moins chers sur le marché. C'est moins cher de produire de l'électricité avec du solaire et de l'éolien que ça n'est avec toute autre énergie. Ce n'était pas vrai il y a 3-4 ans. Et puis c'est aussi, au fond, s'engager dans une dynamique internationale et rester compétitif sur la durée. Alors, en quoi est-ce que c'est une opportunité pour vous, industriels? Pour toutes les raisons que j'ai évoquées, aussi parce que ne pas être
compatible climatiquement. Ça peut être encore possible dans les quelques années qui viennent, mais à très court terme, ça ne le sera plus. Et donc, il y aura forcément un signal de prix carbone à un moment donné. L'Europe, à travers sa taxe, est en train d'en fixer un, mais d'autres vont venir, d'autres pays vont s'y mettre. Et donc, c'est une transformation qui est presque inéluctable. Donc, c'est assurer être climato-compatible, c'est assurer que la pérennité de son industrie, au fond. C'est également contribuer à l'atteinte d'objectifs nationaux, puisque le Maroc s'est fixé des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l'accord de Paris, on y reviendra. Et puis, c'est aussi un moyen pour le Maroc de constituer une industrie autour de la décarbonation et faire en sorte que ça soit un levier de croissance pour cette voici de nouveaux métiers, de nouveaux enjeux pour le pays. Bon, on vous présente là, on va y passer peu de temps, mais quelques exemples de projets qu'on peut rentrer dans la case décarbonation de l'industrie, des projets qui ont été portés par Engie à travers le monde et qui sont de plus en plus une demande. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure le fait que plus personne ne remet en cause l'enjeu climatique. Ce sont nos clients. Alors, Engie est un fournisseur d'énergie et de services. On est le premier producteur d'énergie, d'électricité dans le monde, renouvelable et gaz naturel. Et ce sont nos clients qui eux-mêmes nous poussent à leur fournir une énergie qui est de plus en plus décarbonée. Un groupe comme L'Oréal, par exemple, au Brésil, en Chine ou en Australie, a souhaité signer avec nous un contrat d'achat d'électricité 100% renouvelable pour l'ensemble de ces usines de ce périmètre-là, ainsi que pour son centre de recherche et pour le siège de L'Oréal. Et ça se traduit par près de 7000 tonnes équivalent CO2 évitées par an. Un autre exemple en termes de fourniture d'énergie décarbonée, Novacarb, qui est un chimiste, nous a sollicité pour remplacer sa chaudière par une centrale de cogénération biomasse, qui est une chaudière au fioul, par une centrale de cogénération biomasse, pour produire à la fois de la vapeur et de l'électricité verte. Un autre exemple, cette fois-ci sur la thématique efficacité énergétique, on vient de signer avec Faurecia, qui est un fournisseur d'équipements automobiles, un contrat pour les aider à atteindre la neutralité carbone d'ici 2025 sur près d'une centaine de sites de Faurecia, des mesures qui seront de réduction de la consommation d'énergie, mais également de fourniture d'énergie verte. Voilà. Bon, les autres sujets sont autour des mêmes thèmes, notamment en Belgique avec une unité de séquestration de CO2 et au Chili avec une unité de production d'hydrogène vert. Quelques exemples de l'évolution, je dirais, de la demande des industriels vers de plus en plus de solutions décarbonées sur les différents thèmes qu'on a vus, hein, l'énergie renouvelable, efficacité énergétique, combustibles nouveaux, notamment à partir de l'hydrogène. Voilà, alors le point que je voulais faire sur, au fond, ce que c'est que la décarbonation, en quoi ça consiste. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas
faire passer par le chat, et de toute façon, on gardera un moment pour échanger et répondre à vos questions ensuite. Un point sur le mécanisme dit d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne, la fameuse taxe carbone. Mounir, tu avais une question? Pas du tout, je voulais juste rappeler donc, aux nombreuses entreprises qui ne suivent que l'espace chat est à leur disposition justement pour poser des questions. Et je te laisse Philippe terminer. Donc voilà, juste à titre. Alors, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, vulgairement appelée taxe carbone. Pourquoi est-ce qu'elle a été instaurée et en quoi ça consiste? Elle a été instaurée dans le cadre du Green Deal de l'Union européenne qui vise une neutralité carbone de l'Union européenne à 2050. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour garder un peu de temps pour les échanges. Qui vise une neutralité carbone de l'Europe à l'horizon 2050, qui vise à lui-même limiter le réchauffement climatique à la barrière des 2 degrés. 1,5, tout le monde s'accorde à dire que ce sera probablement compliqué, à travers donc des mécanismes de taxation du carbone, tant au sein de l'Union européenne, en dehors, et pour l'Europe, c'est de faire en sorte d'être à l'avant-garde, d'être un leader de l'industrie décarbonée. Ensuite, le rationnel pour cette taxe carbone, c'est de dire l'Europe a fait le choix, dont on peut débattre, mais a fait le choix d'imposer à ses entreprises sur le territoire européen des réductions d'émissions de CO2 à travers un mécanisme d'échange de quotas. Je vous expliquerai rapidement en quoi ça consiste. Et se dit, dans le cadre du Green Deal, et si j'impose une taxation carbone à mes entreprises, rien ne les empêche d'aller se délocaliser ailleurs où il n'y a pas ces contraintes-là. Et donc, on va simplement déplacer le problème de l'Europe vers les pays périphériques. C'est ce qu'on appelle les fuites de carbone. Donc, l'Europe veut, à travers cette taxation, à ses frontières, éviter ce phénomène-là, éviter qu'on importe en Europe des produits qui ne seraient pas fabriqués sur le sol européen parce que la taxe carbone en Europe existe. Et donc, imposer ni plus ni moins que les mêmes contraintes à ce qui est produit à l'intérieur de ce qui est importé dans l'Union européenne. Alors, quel est l'enjeu pour le Maroc? D'abord, évidemment, se conformer aux directives pour ceux qui vont exporter. Encore une fois, la taxe carbone aux frontières, ça ne concerne que ceux qui exportent. Mais enfin, pour la SMEX, c'est un enjeu de taille. Également, l'enjeu pour le Maroc, c'est de faire en sorte que c'est une taxe, hein, donc ça va surenchérir le coût de des exportations vers l'Europe. Donc il y a un enjeu pour le Maroc de faire en sorte que ça ne s'accompagne pas d'une perte de compétitivité. Et puis, troisième enjeu, c'est d'être assez vite compliant pour ceux qui seront concernés. Alors, dans le détail et dans la pratique, alors sur l'European Green Deal, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord qu'il y a un mécanisme de quota d'émissions en Europe sur un certain nombre d'industries, et chaque année, on réduit le nombre de ces quotas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme de quota d'émissions? Simplement, si vous avez deux façons de faire. Si je prends l'exemple de la cigarette, si vous voulez arrêter le cancer du poumon et arrêter que les gens fument, vous avez deux choix. Soit vous taxez la cigarette, c'est le principe de la taxation carbone, soit vous
faites ça par étapes et vous contrôlez le nombre de paquets de cigarettes qui sont en circulation. C'est exactement ce mécanisme-là que l'Europe a choisi pour les quotas d'émissions de CO2. Donc elle a dit, vous pouvez continuer à fumer votre paquet de cigarettes, mais faites attention, le nombre de paquets d'autorisation à polluer, c'est comme ça qu'il faut comprendre, va se réduire chaque année, et donc prenez des mesures pour... donc c'est ça le système d'échange de quotas. En complément à ça, donc, il y a ce mécanisme de taxe carbone aux frontières pour éviter ce qu'on appelle des fuites de carbone. Va s'ajouter à ça un mécanisme assez similaire de droit d'émission au sein de la communauté européenne pour le transport routier et les bâtiments. Autre élément de ce Green Deal, une suppression de l'exemption, puisque l'aviation était jusqu'à présent exemptée, de l'exemption pour l'aviation, et puis le souhait d'intégrer le transport maritime dans ce mécanisme d'échange de quotas. La taxe carbone, comment ça marche et qui est-ce qui sera concerné. Sur le principe, les importateurs de produits en Europe sont soumis au même mécanisme de quota d'émissions de CO2, c'est-à-dire qu'il faudra qu'ils achètent des certificats d'émission, qu'on appelle des certificats de Carbon Border Adjustment Mechanism, les CBAM, et le prix sera fixé de façon corrélée au prix des quotas d'émissions de CO2. Ensuite, chaque importateur devra, pour la date du 31 mai, présenter ces certificats qui correspondent aux émissions ces émissions de CO2 de l'année précédente. Et puis, il y aura évidemment un mécanisme de sanction si l'importateur n'est pas compliant avec ces dispositions-là. Alors, dans le calendrier, il y a 3 grandes dates clés. 2023, où les importateurs devront simplement déclarer leurs émissions. 2026, où il y aura effectivement la mise en place de ces quotas et la nécessité d'acheter ces certificats d'émission. Et puis, à partir de 2026, il y aura, et jusqu'en 2035, il y aura une réduction progressive des quotas attribués gratuitement. Et puis les secteurs concernés sont pour l'instant restreints au fer, à l'acier, à l'aluminium, au ciment, aux engrais et à l'électricité. Un certificat d'émission, c'est évidemment, ça correspond à une tonne d'émissions de CO2. Voilà en gros le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Il reste encore énormément de choses à définir. Les seuils d'émission qu'a évoqué Mounir tout à l'heure, la façon dont ce calendrier va se déployer. Nul doute que les secteurs concernés vont aller en augmentant. L'objectif de l'Europe, c'est d'impliquer d'autres secteurs d'activité, le transport maritime notamment. Mais voilà en gros les mécanismes principaux de cette taxe carbone aux frontières. Dans la pratique, alors, un schéma d'application, on va passer assez vite, mais pour chaque installation, chaque procédé de production, on définira des émissions directes et indirectes en fonction des scopes 1, 2 et 3. Vous aurez un facteur d'émission qui vous permettra de calculer vos émissions associées. Et puis pour ces émissions et pour chaque tonne de carbone ou de CO2 émise,
eh bien, vous aurez un prix de certificat. Il vous faudra vous acheter les certificats d'émission en fonction des émissions de CO2 que vous aurez émises dans votre pays d'origine et que vous voulez dans vos produits importés en Europe. Un point important, c'est le point d'après, c'est le fait que sera pris en compte dans le mécanisme toute réduction de prix du quota lié à une taxation dans le pays d'origine, donc il n'y aura pas de mécanisme de double taxation. Et puis ensuite, vous pourrez importer vos produits et vous serez déclaré autorisé à importer. Voilà pour ce mécanisme. Je crois qu'il est 15h46. On va réserver un peu de place aux questions. Simplement, un point rapide sur l'engagement du Maroc. Le Maroc, dans le cadre des accords de Paris, a pris des engagements de réduction de ses émissions, qu'on appelle les INDC en anglais, de réduire notamment ses émissions de gaz à effet de serre de 42% en 2030 par rapport par rapport à un scénario projeté à 2030 dans ce qu'on appelle en anglais un business as usual, c'est-à-dire si il n'y avait pas de mesures prises de réduction d'émissions de CO2, et ça se traduira entre 2020 et 2030 par 524 millions de tonnes de CO2 évitées. Alors ce qu'on appelle l'INDC, c'est-à-dire la contribution déterminée au niveau national, elle se décline en près d'une soixantaine d'actions d'atténuation dans différents domaines, l'industrie, la production d'électricité, la ville, les transports, les déchets, etc. Et puis, en complément de cet engagement, contribution du Maroc à la réduction de ses émissions de CO2, eh bien, il y a un certain nombre de plans nationaux, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'efficacité énergétique, que ce soit la feuille de route gaz naturel, pour être compliant, pour atteindre ces objectifs de réduction d'émissions de CO2. Il reste une douzaine de minutes. Je souhaitais vous présenter quelques sujets d'actualité sur la décarbonation. Je propose qu'on garde ça pour une séance suivante. Sachez que cette thématique s'inscrit, comme l'a dit, souligné Oumir tout à l'heure, dans le cadre de la commission énergie propre de la SMEX, à laquelle vous êtes évidemment conviés. Vous êtes au contraire les bienvenus. Très en demande de vos contributions, de votre participation, et que c'est le lieu au sein duquel on souhaite partager tous ces sujets liés à la décarbonation, ces sujets d'actualité en lien avec cette thématique, en particulier l'impact de la taxe carbone aux frontières, mais pas uniquement tous les sujets qui peuvent avoir trait à cette thématique de la décarbonation. Voilà, je ne vais pas être plus long, ça me demandé de tenir le délai d'une heure. Et je me propose, si ça te va, cher Mounir, de répondre aux questions que vous êtes nombreux, je vois, que vous pouvez avoir sur ce sujet. Merci Philippe. J'ai quelques questions qui m'ont été transmises directement, donc je te les exposerai. Tu as bien précisé, bien sûr, qu'il y a une inflation sémantique sur ce qu'on appelle la décarbonation. Donc chacun la présente à sa façon et par conséquent, donc il y a des compréhensions qui sont différentes et variées, notamment par rapport aux entreprises, par rapport à leur actualité, aussi par rapport à la priorité, surtout dans un contexte qui est caractérisé par la crise, par la pandémie du Covid-19, etc. Alors, première question, quels sont les moyens qui sont mis à la disposition des entreprises pour qu'elles puissent faire ce bilan carbone déjà, parce qu'au fait, elles ont des consommations, certes,
d'énergie, comment peuvent-elles établir ce diagnostic? Est-ce qu'elles peuvent le faire par elles-mêmes, donc en recourant à des expertises? Deuxième question, y a-t-il des leviers pour y parvenir? De quelle manière? Est-ce qu'il y a des organismes spécialisés? Y a-t-il des leviers d'accompagnement, d'aide, etc. Donc voilà les premières questions, certainement d'autres viendront. Donc je te serai reconnaissant d'apporter quelques éléments de réponse sur ces premières questions déjà. Alors, d'abord, il y a un certain nombre d'initiatives sur la partie mesure de votre bilan carbone. Par exemple, la Fondation Mohamed VI a mis en place des outils de calcul des émissions de gaz à effet de serre extrêmement didactiques, avec des fichiers Excel qui intègrent directement les facteurs d'émission. Au fond, un bilan carbone, c'est pas très compliqué. Vous rentrez votre process, les outils que vous utilisez, les vecteurs énergétiques que vous utilisez, et puis un véhicule au diesel, eh bien, avec un facteur d'émission de X kWh par tonne de CO2, va vous donner vos émissions de CO2 produites, et vous faites ça pour votre four de réchauffage, pour votre machine-outil électrique, fuel, pardon. Les émissions sont calculées directement dans l'outil. Alors ça, c'est toute la thématique autour de la mesure de ce que vous émettez. Il y a d'autres organismes, privés notamment, qui vous permettent qui vous aident à faire pour vous un bilan carbone des émissions de votre process. Puis sur la deuxième thématique, une fois que vous avez mesuré, comment vous faites pour réduire ces émissions? Ça passe en général par un audit énergétique, et cet audit énergétique a pour objectif de vérifier, de confirmer, pardon, avec vous ce que vous pouvez soit réduire, soit complètement éliminer, soit optimiser comme consommation d'énergie sur votre site, énergie qui n'est d'ailleurs pas réduite simplement à l'électricité, au gaz ou au fuel, mais qui peut s'étendre aussi à l'usage de la vapeur, des utilities en général. Et ça, c'est pareil, vous avez des organismes privés, j'en ai un, mais il en existe d'autres sur le marché, dont l'un des métiers, c'est de vous aider à réduire votre consommation énergétique. Et donc, ça commence par un bilan thermique auprès de ces distributeurs de services, une fois que nous sommes, mais nous ne sommes pas les seuls, que vous pouvez obtenir ce service-là. Et puis, une fois que vous avez fait votre bilan thermique, en général, votre fournisseur de service vous donne aussi les solutions à mettre en œuvre et leurs coûts pour réduire vos émissions de CO2. En général, dans ces cas-là, si votre fournisseur de services d'efficacité énergétique est compétent, ça va s'inscrire dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de performance énergétique? Eh bien, vous commencez par définir ce que vous consommez aujourd'hui en termes d'énergie de toute nature et même d'utilities sur le site. Et puis avec votre fournisseur de services à l'énergie, vous allez convenir que si vous faites des investissements donnés, voilà ce que vous pouvez atteindre comme niveau de réduction de votre consommation énergétique. L'écart entre les deux, la réduction de cette
consommation énergétique, c'est un engagement que va prendre votre fournisseur de services. Il va s'engager à réduire votre consommation spécifique de l'écart que vous aurez identifié ensemble. Ça nécessite des investissements. Et dans certains contrats de performance énergétique, eh bien, une partie du gain est utilisée pour payer les investissements nécessaires à obtenir ce gain de performance. Et donc, pour compléter le troisième élément de la question de Mounir, comment est-ce qu'on finance tout ça? Soit par ces mécanismes de contrat de performance énergétique, soit également par des facilités bancaires ou des financements à des conditions préférentielles que des banques privées, que je dirais, des organismes publics. Tadbir, qui a été mis en place par Maroc PME, permet de financer un certain nombre de ces investissements, permet aussi de financer des investissements dans des procédés climato-compatibles, permet de financer des études de réduction de l'impact climat. Et donc, il y a, et c'est le cas d'autres organismes de financement, qui ont maintenant quasiment les grandes banques de la place au Maroc, ont maintenant toutes, des lignes dédiées à l'efficacité énergétique pour vous aider à passer le pas. Tu es sur mute, Mounir, je crois. J'ai 4 questions. La première, voilà, il y en a 4 qui émanent du vice-président de la SMEX, c'est Mohamed Mzour. C'est Mohamed Mzour que je salue par la même occasion, qui est très passionné par ces sujets de décarbonation. Donc, il parle de quotas inter-européens. Est-ce que cela veut dire que certains pays de l'Union pourront exporter sans taxe carbone? Est-ce que c'est vrai? Deuxième question, est-ce que l'Union européenne va taxer ses propres produits avec une taxe carbone? La solution de l'hydrogène et comment équiper certaines zones favorables de petites centrales solaires. Est-ce que c'est possible? Et une dernière question, le remplacement du fioul par le gaz, est-ce qu'il y aurait un impact sur le coût de revient en termes de kilowattheure? Voilà grosso modo les 4 questions et, qui vous sont soumises après cette première réponse aux questions qui ont été soulevées dans un premier temps. Alors d'abord, il y a beaucoup de mécanismes de taxe carbone dans les pays européens. Vous avez une taxe sur les produits pétroliers, vous avez une taxe sur les carburants. Il y a dans le monde à peu près 44 pays ou villes qui ont des mécanismes de taxation du carbone ou d'échange de quotas. Et les prix vont de $1 jusqu'à $123. $1, c'est en Chine aujourd'hui, 123, c'est en Suède. Donc, certains pays européens ont déjà en place des mécanismes de taxe. L'Europe a mis en place un mécanisme d'échange de quotas, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour certains secteurs qui sont les secteurs qui seront concernés par la taxe carbone aux frontières. Donc, c'est les mêmes secteurs qui sont concernés par les quotas d'émission que ceux qui sont concernés par la taxe. Donc, il ne devrait pas y avoir de biais inverse qui permettrait à des produits européens émetteurs de carbone d'être exportés en dehors de l'Europe. Ça ne devrait pas avoir lieu. La deuxième question, c'était... Il ne semble pas que l'hydrogène était sur la deuxième question, mais je vais répondre à... Je peux te les rappeler. Donc, ça concerne tout simplement la taxe inter-européenne, c'est-à-dire est-ce que l'Union européenne va taxer ses propres produits avec une taxe carbone et la solution hydrogène, et est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'équiper certaines zones par de petites centrales solaires? Et la dernière question, c'est par M. Khalid Laluge, c'est le remplacement du fioul par le gaz. Est-ce qu'il y aurait un impact sur le coût de revient du kilowattheure? Donc voilà, grosso modo, Ok. Alors, la question d'une taxe en elle-même, en dehors de ce que je viens de vous expliquer sur la taxe dans un certain nombre de pays en Europe, a toujours fait débat en Europe. Ça a toujours été un sujet. Quel produit taxer, à quel niveau, etc. D'où ce mécanisme d'échange
la taxe a toujours été vue comme un mécanisme répressif. Le mécanisme d'échange de quotas a plutôt été vu comme un mécanisme éducatif. C'est ce que je vous expliquais sur les paquets de cigarettes, plutôt que de taxer les cigarettes. L'idée, c'est de réduire le nombre de paquets dans le marché en se disant, plus je vais les réduire année après année, plus les gens vont arrêter de fumer. C'est à peu près le même principe. L'hydrogène, c'est un sujet à la fois complexe et simple. Hein. L'hydrogène, c'est un vecteur gaz, c'est un gaz, simplement, qui n'émet pas de CO2 et qui donc se substituerait parfaitement à tout ce qui est combustible fossile. Sauf que pour que ça fasse sens, il faut que ce soit de l'hydrogène vert, qui soit donc produit à partir d'énergie renouvelable, d'où la question, est-ce qu'on peut mettre des centrales solaires? Oui, très sûrement, puisque l'hydrogène vert est produit à partir d'électrolyse de l'eau. Il nous faut donc de l'électricité et ce qu'on appelle un électrolyseur qui réalise cette transformation de l'eau en hydrogène, ou la séparation hydrogène-oxygène plus exactement. Le problème, c'est que pour l'instant, ce sont des installations de taille relativement significative qui sont en train d'être étudiées parce que l'hydrogène vert coûte aujourd'hui 2 à 3 fois plus cher que l'hydrogène produit à partir de charbon, ce qu'on appelle l'hydrogène gris, ou de gaz naturel, ce qu'on appelle l'hydrogène bleu. Et donc, pour les petites unités solaires, c'est compliqué de trouver une économie qui permette de rendre l'hydrogène vert compétitif. Ensuite, le gaz naturel, oui, bien sûr, c'est 2 fois et demi moins émetteur de CO2 que le fioul. Et pour que ça soit efficace, il faut avoir du gaz naturel pour capacité d'en produire. Et à ce stade, au Maroc, pour l'instant, la production est extrêmement limitée. Hein. Les ordres de grandeur, le Maroc importe à peu près 1 milliard de mètres cubes jour et on produit localement à peu près 100 millions. Et donc il faudrait soit importer du gaz naturel massivement, de façon importante. Il y a d'ailleurs des projets d'importation de gaz naturel liquéfié, soit trouver des gisements de gaz naturel localement. Certaines recherches sont entreprises dans ce sens-là. Mais oui, c'est effectivement un vecteur de substitution facilement accessible. En tout cas, un vecteur de substitution du fuel ou d'énergie fossile plus émettrice. Est-ce que Philippe, on peut se permettre de répondre à 2 questions qui viennent d'arriver à l'instant? Bien sûr. Alors, vous avez soulevé 6 produits, le fer, l'acier, l'aluminium, le ciment, engrais, électricité. Est-ce que cela veut dire que les autres produits ne sont pas concernés par la taxe carbone? Et une autre question sur les entreprises qui ont pu mettre une stratégie de stockage pour le gaz, CO2, bien sûr. Alors, oui, ça veut dire précisément ça, c'est-à-dire que les autres produits autres que cela, c'est-à-dire la production d'engrais, vous produisez de l'engrais pour l'exporter vers l'Europe, elle sera soumise à cette taxe carbone, mais vous avez en tête que 2023, il faut déclarer et on commence à payer qu'en 2026. Donc, à ce stade, les autres produits, si vous produisiez fer ou de l'acier au Maroc et que vous l'exportez en Europe, alors vous serez soumis à ce mécanisme de taxe carbone aux frontières. Donc, la réponse est oui, ça ne concerne que ces produits-là. Pourquoi? Parce que ce sont les produits qui, aujourd'hui, sont soumis à ce mécanisme de quota d'émission de CO2 en Europe. Et donc, l'objectif est qu'il n'y ait pas de distorsion entre la taxe à l'intérieur de l'Europe et la taxe à l'extérieur. Mais, soyons clairs, l'ambition de l'Europe, c'est d'élargir les mécanismes de taxation carbone
à un nombre de secteurs beaucoup plus large. Si elle veut atteindre cette ambition de son Green Deal, c'est-à-dire un net zéro carbone à 2050, il faudra qu'elle taxe l'ensemble des secteurs. Et puis, deux, il faut aussi être clair, hein, l'Europe est, entre guillemets, l'initiatrice de cette taxe carbone aux frontières, mais d'autres pays vont s'y mettre. Et troisième élément, il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'à un moment donné, dans un proche avenir, dans un avenir très proche, il faudra un signal carbone international. Sinon, on n'arrivera pas à atteindre cet objectif de réduction de 2 degrés en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle. Ensuite, sur la dernière question, enfin, la question concernant le stockage de CO2, c'est des technologies qui sont encore assez coûteuses, qui nécessitent une concentration, pour être moins coûteuse, une concentration de CO2 relativement importante. C'est pour ça que longtemps, on a regardé la séquestration du CO2 émise par des centrales à charbon. Et puis, c'est des technologies qui parfois soulèvent des préoccupations des populations parce qu'on injecte du gaz dans le sous-sol et que, de même que quand on prélève du gaz naturel ou du pétrole dans le sous-sol, il peut y avoir des impacts sur le sous-sol. Il y a une certaine préoccupation autour de comment stocker le CO2 en sous-sol sans que ça ait d'impact négatif sur le sol et sur le sous-sol. Donc ça reste des technologies pour l'instant à l'état de pilote. Et pour l'instant, il n'y a pas d'échelle industrielle du stockage de CO2. Merci beaucoup, Philippe. Je rappelle que vous êtes à la tête de la Commission énergie propre et décarbonation de la SMEX et que votre rôle, c'est d'informer, c'est d'accompagner les entreprises pour la performance énergétique qui rentre bien entendu dans leur performance d'exportation et surtout de l'exportation de l'offre marocaine. Je tiens aussi à remercier les nombreuses entreprises qui nous ont suivis lors de cette rencontre digitale donc sur la décarbonation industrielle et énergie propre, quelle opportunité pour l'exportateur marocain. Je remercie les personnes qui ont interagi avec nous et je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. À très bientôt. Un petit mot, Philippe, peut-être pour la fin? Non, juste pour vous remercier. Merci, tu as dit l'essentiel. Merci à vous. On est évidemment à votre disposition si vous avez des questions à l'issue de cette séance et on sera très heureux de vous accueillir au sein de la commission énergie propre pour effectivement partager l'actualité de l'énergie propre, l'énergie renouvelable et la décarbonation. Et donc, je ne doute pas qu'on aura d'autres séquences de cette nature dans le cadre de la SMEX Academy pour vous également vous tenir au courant de l'actualité du sujet. Merci encore de cet accueil, Mounir. Merci à toutes et à tous. Votre participation. Excellente fin d'après-midi. Au revoir.